Oui, donc je suis François Lepichon, fondateur de Stu, qui est un studio digital créé en 2008. On fait du design d'interface. On a commencé avec les startups, avec des projets innovants, principalement sur le web, après sur du mobile. Et après, on a fait des projets innovants pour des grands comptes. Parce qu'en fait, ce qui était pratique, c'est les startups étaient un peu les crash tests de l'innovation un peu dans le monde. Et les grands comptes, après, se sont dit, ce serait bien d'innover nous aussi. Et nous, on avait une expérience finalement qu'on n'avait pas forcément captée au début avec grâce aux startups. Et maintenant qu'on essaie de faire avec des grands comptes. Et on continue toujours avec des startups. Il y a quelques mois, on a rejoint le groupe Lonsdal, en fait, qui est une agence de design. Et c'est un projet passionnant. Parce que déjà, on s'est fait racheter, donc c'est une belle étape. Et deuxièmement, ça nous fait passer un cap, notamment en termes de projet et de métier. Lonsdal fait du branding, la création de marque, la création d'identité, de signalétique d'intérieur, d'architecture d'intérieur, de packaging, vraiment du design au sens global. Et nous, on va digitaliser un peu tous ces métiers, tous les métiers historiques de l'agence. Comme le disait Cédric, en fait, aujourd'hui, je voulais éviter de parler de design interface ou mettre votre bouton si c'est mieux à gauche ou à droite. Ça, il y a plein de sites qui le font. C'est plutôt vous faire de la veille. Et en 45 minutes top chrono, je vois pas trop le timer, c'est de vous permettre et j'espère d'apprendre certaines révolutions digitales en termes d'interface. Il y en a beaucoup d'autres que je vais présenter. Mais là déjà, avec ce qu'on va voir, c'est déjà assez sympa. Pour commencer, en fait, je voulais parler de 3 dates. 2000, donc on avait un écran. Il était moche, il était cubique, il n'était pas très plat. Et il nous permettait en fait la nouveauté digitale était finalement le web. Et là j'ai juste fait, parce que moi je suis graphiste, hein, et à l'époque les interfaces web étaient faites par des graphistes, c'était un peu une sorte de révolution du métier. Avant les graphistes faisaient du print, et après il y a le web qui est arrivé, donc il y a des gens qui sont soit directement mis dans le web comme moi, j'ai eu la chance d'arriver au bon moment, ou soit des gens qui passaient du print et qui ont basculé sur le web. Et à côté de ça, il y avait les applications qui à l'époque étaient réservées à un milieu d'ingénieurs un peu obscurs, d'ergonomes, on ne sait plus trop ce qu'ils faisaient. En tout cas, ils faisaient des choses qui n'étaient pas forcément très belles, mais qui étaient censées être bien pensées. En 2007, donc là je ne vais pas vous la refaire, mais il y a eu une révolution. L'iPhone, alors on aime, on n'aime pas, ça c'est pas le débat. Mais en fait, ça a permis aux graphistes en fait, d'être sollicités sur des interfaces logicielles. C'est avec l'iPhone que le travail sur les apps a vraiment explosé. Avant, en tant que graphiste, on faisait du web, puis après on nous a dit tiens, tu vas faire de l'application. Elle est mobile, puis après tu vas faire du desktop. Après les tablettes sont arrivées, et donc on a mixé un peu les talents et on a apporté en fait aux interfaces logicielles je sais pas ce que j'ai fait. Aux interfaces logicielles un espèce de second souffle design. Et en 2010 plus, là c'était un petit peu dur de viser juste, c'est le Internet of Things, donc les objets connectés. Et là on a une multitude d'écrans. Donc c'est un terrain de jeu incroyable pour tout le monde parce que là tout le monde peut en faire partie. Tout le monde peut travailler sur un objet connecté. Maintenant il n'y a plus trop de barrières de compétences. Si vous avez une idée aujourd'hui, vous pouvez la réaliser avec des copains, avec une agence, avec une autre start-up. On peut créer des choses plus simplement qu'avant et surtout de belles choses. Des choses qui s'utilisent de façon poétique, jolie, utile, agréable. Et ce qui révolutionne en fait finalement le logiciel de 2000 avec le logiciel de 2010. Donc je vais vous faire donc la petite veille pour le petit overview. Donc j'ai essayé de faire des petites catégories. Donc là c'est, on va dire, à la maison. Ça c'est un extrait d'une vidéo qui s'appelle A Day with Glass, qui est un constructeur qui s'appelle Marketsu Corning, qui fait des écrans spéciaux, qui innovent dans le secteur des écrans incassables, on peut les foutre dans le feu, ils craignent rien et tout, et qui avait fait une petite vidéo, donc c'est déjà il y a 3 ans, sur ce que serait le futur dans la maison. Je vous recommande d'aller la voir, c'est plutôt sympa, c'est très chimérique, mais pour le coup, même 3 ans après, on commence à voir des choses qui ont été réalisées, donc c'est intéressant. Donc à la télé, à la maison, la première chose qui est intéressante, c'est la télé.
Un bon exemple pour moi, c'est Xbox. La Xbox One, notamment avec Smart Glass. Microsoft, en fait, s'est vraiment approprié et a voulu vraiment révolutionner l'utilisation de la télé pour en faire une vraie interface digitale à part entière, et également avec les applis compagnons. Smart Glass, c'est vraiment à partir de, bon, la promesse, je ne vais pas vous la refaire, mais c'est, vous regardez Game of Thrones, vous avez votre Windows Phone à côté de vous, vous avez le casting et les éléments de scénario en live. Vous jouez à un jeu, vous jouez à GTA, vous avez la carte sur votre téléphone. Donc, on peut après, tout ceci plus pour regarder le potentiel de ce qu'on peut avoir après. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on est à la maison, on est dans une interface qui se commande à la voix. Donc là, c'est aussi une innovation dans le sens où on réfléchit à comment justement substituer le clavier et la souris qu'on ne peut pas avoir quand on est affalé dans son canapé. Et la voix est potentiellement une bonne solution. Et sinon, mais comme on n'a plus de télécommande, on va utiliser notre téléphone, parce que le téléphone, on l'a tout le temps devant la télé. Et voilà, donc c'est ce genre de fonctionnement qui est intéressant. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une interface digitale, donc qui va être la télé qui va être en face, qui va être pilotée par quelque chose qu'on a dans les mains, et potentiellement avec la voix. Le Chromecast, donc, qui a été sorti par Google, commercialisé il n'y a pas très longtemps. Donc là, c'est un peu le même principe, sauf que là, en fait, on va interagir avec les apps de nos smartphones directement sur la télé. On va pouvoir projeter. Alors, c'est pas une projection à la Apple TV, j'ai pas mis l'Apple TV. Le Chromecast, c'est vraiment, j'ordonne à la clé, donc au petit operating system qu'il y a dans la clé, de lire une information. Donc là, par exemple, l'exemple le plus connu pour le moment, c'est je suis sur l'appli YouTube sur mon iPhone, je peux lancer à mon Chromecast une vidéo YouTube, et c'est pas mon écran qui va streamer, c'est le Chromecast qui va lire sur la télé. Donc là, ce qui est intéressant également, c'est qu'on pourrait l'imaginer sur d'autres secteurs. Là, on parle de télé, de regarder des vidéos, mais on peut l'imaginer sur le milieu éducatif, sur le milieu éducatif au sens large, sur la formation, sur la cuisine, je vais en venir après, toutes sortes de choses où finalement j'ai un contenu sur mon téléphone n'est pas forcément adapté, où je veux les mains libres, et je l'envoie sur ma télé. Et là, aujourd'hui, c'est une télé, ça peut être un écran, ça peut être tout, en fait. Faut voir ça vraiment au sens large. Alors ça, c'est une petite... je trouvais ça très très sympa. C'est de la réalité augmentée. Alors, je suis pas fan de réalité augmentée, parce que je trouve pas ça pratique, je trouve pas ça... Enfin, j'ai beaucoup de... Des fois, c'est bien utilisé, la plupart du temps, c'est très gratuit. Là, j'ai trouvé ça assez génial. C'est qu'en gros, donc je vais vous lancer une petite vidéo. Vous voyez ce petit appareil rouge, en fait, c'est un miroir qui va dévier la caméra en fait, de l'iPad. Donc l'iPad va regarder sur la table ce qui se passe, va reconnaître la forme du pulse et va dire à l'enfant s'il réussit ou pas. Donc ça marche très bien. Après, là, il y a un petit exemple avec, il faut qu'il recompose un mot directement sur l'écran. Donc là, il y a une interaction directe entre l'objet réel et l'appli digitale. Et là, on écrit, enfin bref. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de détourner l'utilisation d'un iPad avec un petit objet. Donc on n'est pas à créer un nouvel objet pour l'éducation, on va prendre un objet qui est déjà mass market et on va lui rajouter un petit plus, un peu à la Square Up pour le modèle de paiement où il faut rajouter juste un petit scan de carte bleue. On utilise un objet qui est déjà connu, un usage qui est déjà connu, et on va le transformer pour en faire quelque chose de réellement ingénieux. Donc là, on peut imaginer, là c'est pour l'éducation, on peut l'imaginer pour du pro, pour plein d'autres choses. Alors ça commence un peu, c'est un vieux fantasme, hein, la cuisine connectée. La cuisine est un endroit où finalement on a souvent besoin d'informations sur le stock de notre frigo, sur qui est dispo pour manger, qui joue à la console pendant qu'on prépare à manger, et surtout quelle recette je veux bien faire et comment je vais suivre la recette. Donc il y a eu plein de choses autour des applications iPhone, Android et ainsi de suite, smartphone et tablettes. Et là, l'idée, il y a des constructeurs, donc là c'est un cuisiniste italien, qui a commencé en dérivant en fait la technologie d'un Galaxy Tab de proposer une interface tactile directement sur le mobilier pour accéder à des applications connectées.
Donc là, ça reste encore à l'idée de gros prototypes, voire de plans, hein. Mais ça donne un peu l'idée sur ce qui peut arriver plus tard. Là, quelque chose de plus concret. Donc c'est Whirlpool sur donc sa cuisine du futur, comme il appelle ça. Donc là, c'est une projection. Donc là, c'est une technologie qui est un peu plus connue. C'est-à-dire qu'on projette dans la détection de ce qui est sous le capteur. Vous avez sûrement vu des espèces de mares d'eau et quand on marche, ça fait des échos ou ça change, l'interface en dessous de nos pieds. Là, c'est la même chose et ça va reconnaître que la casserole est là et ainsi de suite. Donc ça, c'est intéressant parce que finalement, l'objet devient écran, mais n'en est pas un non plus. Donc c'est qu'en fait, on va interagir avec un objet qui n'est pas un écran et pourtant c'est du digital. Donc en fait, on mixe des genres. Et pour moi, c'est vraiment ça, nos années actuelles, c'est vraiment mélanger les genres et d'innover sur le mix. Le Nest, forcément, donc racheté par Google l'année dernière ou en début d'année, je ne sais plus, pour quelques euros. Donc là, je le prends le Nest au sens large, c'est-à-dire tout ce qui va être objet connecté sur la domotique. Tout ce que vous allez avoir à la maison, donc vous avez, il y a des trucs assez géniaux, moi j'aime bien, il y a bon, vous avez tous vu la balance connectée de WeThings, il y a la gamelle pour chien connectée, que je trouve assez fabuleuse, qui permet de voir, après de traquer, de faire du quantifiable save pour le chien, donc c'est assez marrant. L'arroseur automatique de jardin là, connecté, tout ça en fait ça va apporter qu'on prend un objet, on le connecte à de la data. Et cette data, finalement, on peut la piloter de n'importe où. Moi, ce que j'aime bien sur l'approche de Nest, c'est qu'on a un vrai objet, donc cette espèce d'objet circulaire, plutôt simple. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est le monsieur qui a fait l'iPod qui l'a designé. Et en fait, au milieu, on va lui mettre un écran rond et qui est une pure interface digitale. Donc finalement, on fait des objets hybrides. C'est pas juste un écran avec tout dématérialisé à l'intérieur. On va avoir un véritable objet qui, dans sa structure, possède une interface digitale et permet même de transformer l'objet. Parce que là, on pourrait se dire, ça peut être de la peinture avec un mot écrit. Donc ça dupe même l'œil et ça le rend très agréable. On va le voir sur d'autres types d'innovations que ça marche très très bien. Alors, un sujet qui m'intéresse profondément maintenant, notamment avec depuis qu'on travaille avec les équipes de Lonsdal, c'est le Digital In-Store. Donc ça, c'est un mot que vous avez sûrement entendu, c'est un peu une grande mode, mais c'est vraiment un cas concret. C'est comment, en fait, sur les espaces de vente, donc on pourrait l'imaginer aussi à l'intérieur, enfin, encore une fois, pour énormément d'utilisation, comment sur des interfaces de vente, en fait, on va apporter des interfaces pour faciliter la vente, pour la doper, pour la faciliter, ou en tout cas pour l'enthousiasmer. Ça, c'est une petite rétrospective parce que ça a quelques temps maintenant, ça a 2-3 ans. C'était dans le métro de Séoul. Donc dans le métro de Séoul, donc là ce que vous voyez en fait sur la partie gauche, c'est vraiment le métro. Là, la personne au milieu rentre dans la rame et autour, c'est toute une série d'écrans avec des QR codes qui permettent en fait aux gens de faire leurs courses dans le métro et de récupérer et de se faire livrer chez eux leurs courses. C'est du 1 à l'échelle 1 et donc je vois ma bouteille de coca, je la choisis, ainsi de suite. Donc là, on est vraiment sur un parcours, j'ai envie de dire, qui paraphrase l'expérience réelle, mais qui permet de l'intégrer dans n'importe quel endroit. C'est-à-dire qu'on pourrait commander du coca au milieu de la pyramide en Égypte, au sommet de la Tour Eiffel, et on pourrait commander un lave-linge. Donc ça, c'est intéressant parce que finalement, on digitalise l'espace pour dématérialiser finalement la visualisation du produit. Donc c'est après tout ce qui se fait en Corée du Sud généralement à 10 ans d'avance sur nous, donc on ne l'a pas encore en France. Je crois qu'il y a Casino qui travaille un concept comme ça et qu'on a déjà déployé. Mais voilà, donc ça, personnellement, je suis pas forcément fan parce que pour moi, c'est encore une fois une paraphrase de ce qui se fait, mais je trouve que ça ouvre des idées pour autre chose. Ouais, le track football de Nike. Alors ça, c'est marrant parce que c'est un écran avec une souris.
Jusque-là, on ne va pas révolutionner grand-chose. Sauf que c'est un écran qui est fait pour une application pour des joueurs de foot, pour visualiser des produits, pour interagir avec toute une expérience autour du foot. Et en gros, ils ont mis, comme la roulette d'une souris à l'ancienne, ils ont mis un ballon de foot dessus et on pilote finalement le curseur avec le pied. Et ce qui est marrant, c'est qu'une quiche en foot comme moi, ben, je vais arriver à rien. Je vais pas arriver à acheter le bousin. Mais par contre, on voit donc sur les vidéos, là j'ai pas mis la vidéo, mais vous pouvez voir la vidéo, où les mecs qui justement sont agiles en foot sont agiles sur l'interface. Donc finalement, on glorifie l'acheteur, l'utilisateur, en lui faisant parler un langage qu'il connaît et finalement on élitise le parcours grâce à ça. Et j'ai trouvé ça assez intelligent pour une expérience. Après, bon, c'est Nike. Nike s'ouvre à tous les sports et parle à beaucoup de gens. Donc ils peuvent se permettre d'élitiser certaines expériences. Mais je trouve ça intéressant, le parti pris de se dire, OK, on fait une interface pour des amateurs de football et on va les gratifier grâce à ça. Eux auront droit à ça. Plutôt que de dire, vous êtes bon, oui, non. Alors ça, c'est génial. C'est les écrans transparents. Alors c'est tout con. En gros, je ne vais pas dire s'il y a des gens qui se connaissent en télévision ici, lèvent la main. Mais en gros, nous, le système de contraste sur les écrans LED, enfin la télé que vous avez chez vous, le blanc finalement c'est de la lumière. Le noir ça va être justement les pixels. Mais donc tout ce qui n'est pas, si on enlève la lumière derrière, le blanc est finalement de la transparence. Et quand vous augmentez la luminosité de votre télé, ou on parle de contraste sur la télé, c'est que c'est la lampe derrière, la fameuse lampe à LED, qui va projeter et passer à travers les pixels et voilà vous le rendre. Donc en fait, dans le principe, donc là vous voyez l'écran, donc là on s'en rend pas trop compte, mais là on voit qu'il y a une petite girafe en petite statue, et on la voit à travers l'écran. Et en application, ça donne ça. Donc j'ai coupé le son, hein, parce que bon, c'est américain, elle parle fort, elle a une voix aiguë. Mais en gros, vous voyez, donc là, il y a des stores virtuels. Donc les stores sont fake, enfin sont pixelisés. Et par-dessus cette vitre, on peut afficher, c'est comme un écran. C'est exactement le même rendu que votre écran à la télé, sauf que vous pouvez y afficher quelque chose. Donc imaginez les fenêtres d'appartement de demain, les fenêtres qui donnent sur la cuisine, qui donnent sur la salle de bain, les miroirs et ainsi de suite. C'est assez sympa et surtout, dans le in-store, c'est aussi utilisé pour faire finalement de l'information et de l'affichage augmenté. C'est-à-dire que je vais présenter le dernier Samsung et au lieu de le mettre sur une vitrine toute bête avec des prix affichés à côté avec un gros logo Fnac, je vais plutôt en fait avoir une interface et augmenter finalement, savoir voilà, je veux telle chose, je peux cliquer dessus. Ça va m'afficher des informations contextuelles dans une expérience touch en boutique ou à la maison. Enfin, moi, je rêve d'avoir ça à la maison ou toute autre idée qui permettra d'en faire quelque chose de vraiment bluffant. Donc l'écran transparent, moi j'adore. Alors ça, c'est un petit hommage à un étudiant qui s'appelle Vincent Marsac, qui a fait une campagne Ulule là, où il a récupéré des fonds pour travailler sur son projet. En fait, c'est un projecteur holographique. Donc le mec a 20 ans, enfin je comprends pas comment... Moi ça me dépasse. Et donc on est vraiment au tout début, mais finalement, voilà, en jouant sur cette pyramide, il y a d'autres technos de pyramide holographique. Mais lui, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'après, il a mis des capteurs sensoriels pour vraiment déplacer, utiliser et en faire une vraie interface. Une vraie interface, donc là on le voit faire tourner des formes géométriques. Donc il y a une campagne sur lui, je ne sais pas si elle est terminée ou pas. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais il n'en voulait pas beaucoup, donc c'est un étudiant. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment. Je vais remettre sur. Ouais, voilà. Je trouvais ça vraiment. Ah non, non, non. Voilà. Voilà, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, on va prendre une interface, nous, qu'on nous a toujours dit, vos interfaces sont en 2D. Voilà, c'est comme ça. Les hologrammes, c'est pour les films et pour Marvel. Non, on peut justement, avec de l'ingéniosité, donc ce mec a 20 ans, donc j'imagine que tout le monde peut le faire, enfin, en tout cas beaucoup, enfin j'espère, pas moi. Mais c'est de se dire, voilà, je veux arriver à un but, et aujourd'hui on peut y arriver. C'est-à-dire de se dire, j'ai une idée folle,
elle touche au digital, elle touche à de la robotique, elle touche il y a des choses fabuleuses en face là. J'imagine que vous êtes déjà allé voir, mais il y a des trucs assez bluffantes. Et de se dire, voilà, maintenant on peut avoir une idée et la concrétiser aujourd'hui, ce qui était impossible à faire il y a quelques temps. Alors ça c'est génial. Bon, tout est génial, mais ça c'est génial. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est le Dynamic Billboard. Donc c'est une agence, c'est à Stockholm, dans le métro de Stockholm. Alors normalement il y a de la, je vais vous laisser regarder. J'ai laissé le son dessus. Ah ouais, le son. Bon, ça dure pas longtemps. Donc en gros, c'est un billboard, un écran, qui réagit à l'arrivée du métro. Donc en fait, la nana est comme ça, avec ses cheveux raides, comme ça, et le métro arrive et lui souffle dans les cheveux, littéralement. Donc là, c'est comment on fait interagir finalement une interface digitale avec un autre environnement. Il n'y a plus de clavier, il n'y a plus de souris, il n'y a plus de voix, il n'y a plus d'utilisateur. C'est l'environnement, c'est l'espace ambiant qui va interagir. Donc là, on est en train de faire communiquer une machine, un véhicule, avec une interface digitale pour avoir un ressenti sur l'humain. Donc ça, je trouve ça assez génial. Parce qu'encore une fois, on mixe les genres et surtout pour montrer que l'interactivité, en fait, on n'est plus trop dans l'ère de la relation homme-machine, mais c'est qu'on est aussi dans l'ère de la relation machine-machine et homme. C'est-à-dire qu'on peut élever le débat à autre chose. Ça, je trouve ça bluffant. Merci. Alors ça, c'est une petite... Alors, je dérive un peu, mais il y a tellement de choses à dire que ça, je voulais absolument en parler. Donc c'est très rapide. Harley Davidson, en fait, donc c'est à Prague, voilà. Ils ont fait un truc assez marrant, je vais en parler très vite fait, c'est qu'en gros, ils ont pris le parti pris de se dire, enfin le principe de se dire, beaucoup de gens se prennent en photo en face d'une Harley et font des selfies, genre c'est ma moto, je suis un cador et tout. Et eux, ils se sont dit, on va dire à ces gens, mais arrête de te la péter, achète-en une. Et pour ça, ils les trompent, ils les piègent. Ils ont fait, en fait, sur l'écran noir, là, donc à gauche, il y a le signe lumineux infrarouge, qui ne sont pas captés par l'œil humain, mais qui sont captés par l'iPhone, en fait, par tout appareil de photo numérique. Donc quand la photo est prise, ou même pendant la prévisualisation de l'iPhone, on voit le message apparaître, et qui dit, genre, arrête de te la péter, quoi. Donc en fait, l'expérience est assez géniale, parce qu'on prend la photo, l'air de rien, on arrive à la maison, et merde, je me suis fait avoir, quoi. Donc ça, pareil, là c'est fait pour un peu la blague, pour du marketing. On peut l'imaginer sur plein d'autres secteurs où justement, on parlait de réalité augmentée tout à l'heure, là ça pourrait être juste de la réalité amplifiée ou en tout cas informée. C'est très inspirant. Les voitures. Alors ça c'est mon petit coup de cœur. Tout le monde aura reconnu la première voiture intelligente. Donc juste le CarPlay donc a été annoncé. C'est pas très joli, faut le dire. Les interfaces sont assez pourries. D'ailleurs, je pensais qu'au début, le CarPlay, quand je cherchais des screens pour la conférence, que c'était un Android foiré. Et en fait, c'était soi-disant un joli Apple. Donc là, je suis assez déçu. Mais bref. Et là, ce qui est intéressant, c'est Land Rover qui a fait ça pour son InControl, donc son tableau de bord qui est compatible pour le coup iPhone et Android. Donc fini la guerre de je prends une voiture avec un dock Android ou un dock iPhone. Hein. Là, il y a un peu d'intelligence dans cette démarche que j'aime beaucoup. Et le principe, c'est de pouvoir bénéficier sur votre ordinateur de bord de voiture du contenu de votre iPhone. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, là, on va justement apporter de la data, du digital, mais plus que du GPS au sein des voitures,
Après, à voir ce qu'on fait, parce que si c'est pour mater Game of Thrones pendant qu'on conduit, je suis pas convaincu que la sécurité routière apprécie. Mais ça donne des idées. Et le petit chouchou, c'est la Tesla. Le Tesla qui a pris ce parti pris très fort de mettre un écran en fait 17 pouces en place de tableau de bord. Ça donne ça. Et donc là, voilà. Donc là, il ouvre le toit ouvrant. Donc juste avec le doigt. Et après, c'est tous les paramétrages qu'on peut avoir normalement au bouton physique sur une voiture qui sont faits à partir d'une interface qui, pour le coup, est assez sexy, qui n'est pas flat, mais qui est donc sexy. Et là, donc voilà, on n'a plus de boutons, on a un écran et tout le contrôle, on reprend un peu le principe, les fantasmes de la domotique, où on pilote au doigt toute l'interface et tout, enfin, ouais, c'est pas l'interface, mais toutes les features de sa voiture. Donc là, la Tesla, pour le coup, elle met un cran d'avant. Après, beaucoup d'ergonomes vous diront que c'est pas pratique parce que c'est sur le côté. C'est-à-dire que c'est pas vraiment dans le champ de vision. Donc on attend que M. Musk fasse des interfaces projetées sur les vitres comme les cockpits d'avion. Donc on espère très rapidement. Forcément, maintenant je vais vous parler des choses sur des interfaces quasiment on intègre sur nous ou en nous, non peut-être pas en nous, mais en tout cas sur nous. Et donc pour moi ça fait partie donc de l'humain augmenté dans le sens où on va ces interfaces et en tout cas des choses qui vont en tout cas qu'on pour but de nous rendre meilleurs. J'évoque le Quantify Self rapidement, je ne vais pas en parler parce que ça fait partie d'autres choses et pour moi en termes de digital et en termes de design c'est pas là où c'est le fort. Mais encore une fois, c'est donc comment je me mesure. C'est comment je vais voir l'activité sportive que j'ai dans la journée. Est-ce que je prends bien le soleil? Il y a maintenant des bracelets qui vous permettent de voir le taux d'UV sur lequel vous êtes, qui vous dit vous devez sortir ou pas et tout. Donc après, à vous d'être prisonnier ou pas d'une interface. Mais encore une fois, là, ce qu'on regarde, c'est plus l'innovation que l'éthique ou la finalité. Donc c'est ces fameux objets qui derrière vont nous permettre d'avoir un dashboard d'analyse et d'analytics en disant voilà t'as bien marché, t'as maigri et ainsi de suite. Donc ça c'est un vrai phénomène aujourd'hui. Je vous invite à vous y intéresser. Et finalement l'interface derrière qu'il y a réellement, ça va être tout ce dashboard où là pour le coup il y a beaucoup d'innovation en termes de data vis et avec des choses assez jolies qui peuvent ressortir. Mais pour moi on est plus dans l'objet data que dans l'interface digitale. Ça c'est très intéressant. Donc c'est Fujitsu qui se vante de travailler sur la première tablette haptique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est dans le communiqué de presse. Et j'imagine que ça veut dire qu'en gros, on va nous faire ressentir la texture de l'image sur une tablette plane grâce à des vibrations ultrasoniques. Donc c'est assez simple, c'est-à-dire que je vais avoir sur mon iPad ou autre des cordes d'une guitare. Donc là aujourd'hui, si j'ai une interface qui fait ça, je passe et au passement de mon doigt, j'ai le son en raccord avec la corde que je viens de croiser. Mais en plus, là maintenant, je vais la ressentir. C'est-à-dire que je vais ressentir en fait l'effet du doigt sur une corde en passant sur ma tablette. Il y a des exemples avec quand on, par exemple, caresser un crocodile, avec finalement cette peau rugueuse qu'on va ressentir en passant sur la tablette. Donc là, ça peut, même en termes d'accessibilité, pourquoi pas, peut-être que ça pourra permettre de faire des tablettes en braille, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça ouvre des portes à énormément de choses, et en tout cas au niveau expérience utilisateur, c'est assez formidable. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est une techno qui permet de rajouter en fait un petit film avec du gonflage sélectif. Et en gros, j'ai une interface avec donc ça s'appelle Tactus. C'est une interface qui va non, en même temps que mon interface, je vais mettre un bouton. Et en fait, cette espèce d'écran gonflable va
gonfler un bouton par-dessus mon écran, mon bouton que j'aurais designé. Et ce qui permet d'avoir, donc vous l'avez vu sur la vidéo, les vraies touches, enfin comme des vraies touches. On a beaucoup regretté le BlackBerry, enfin ils ont beaucoup regretté le BlackBerry, pas moi, mais par rapport à l'iPhone parce qu'il n'y avait pas ces touches. Et là, ça permet justement d'intégrer sur des interfaces planes sélectivement du volume. Donc ça, c'est pareil. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, ça existe. Les montres. Là, on est encore une fois dans la grande mode des montres. Pour moi, je pense que ça peut apporter énormément de choses sur pas mal d'expériences et surtout des expériences qui n'étaient pas forcément faisables avant. C'est toujours périlleux de se trimballer avec une tablette, c'est périlleux de se trimballer avec un ordinateur. C'est faisable de se trimballer avec un iPhone, mais c'est mal poli. Et la montre peut être le nouveau, un peu le nouveau trick qui va permettre de se connecter à nos datas discrètement. Mais surtout, ça peut être, on a beaucoup pensé à, et il y en a beaucoup qui le font, hein, des interfaces métiers pour des commerciaux, des gens, des animateurs, des gens qui sont sur le terrain et qui ont besoin d'avoir des applications propres à leur activité. Par exemple, sur l'organisation d'un événement comme celui-là. Je trouve que la montre prend tout son sens plutôt que d'avoir à la checker ou quoi que ce soit, d'avoir l'information embarquée sur soi-même de façon fluide. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le digital, et ce qu'on parle à nos clients, c'est du digital discret, parce que le digital aujourd'hui fait peur à beaucoup de monde, en disant ah, je sais pas ce que c'est. Je dis c'est un email et un site web. Donc c'est pas plus compliqué qu'autre chose, c'est juste un mot qui fait peur. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand finalement le digital et quand on va digitaliser les choses, ça va nous rentrer dans notre quotidien. Ça va être un parcours qui finalement ne va pas nous perturber, ne va pas nous demander d'adopter quelque chose de nouveau. On consomme déjà assez de choses aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui va justement nous améliorer déjà le parcours qui existe déjà et pas nous faire prendre un autre parcours. Ça, je trouve ça intéressant. Et surtout, ça peut être joli. Donc ça, c'est la Moto 360 qui est censée sortir, je crois, en milieu d'année, par Motorola, en cuir, très hipster style, ronde, cuir, assez jolie. Et pour le coup, avec une interface soignée, un objet qui est soigné, alors que si on reprend la Peeble, moi j'en veux pas. Mais si on prend la Motorola, là j'ai parfaitement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que j'ai un objet que j'aurais pu avoir s'il n'était que mécanique, c'était juste de l'horlogerie, parce qu'il est séduisant, parce qu'il voilà, il fait partie de mon quotidien. Et en plus, il comporte des applications. Et là, par exemple, c'est les applications qui sont espérées sur le moto, ça va être les horaires de train. Là, par exemple, ça c'est les horaires de train. Enfin, tout ce qui va être vraiment de notre quotidien, où finalement on va checker la montre pour raccorder l'information avec une autre source d'information. Par exemple, voilà, il est 14h30, je dois finir ma con, je ne sais pas quand, on m'a enlevé le timer. Mince, s'il vous plaît, merci. Non, blague à part, voilà, et de se dire, voilà, j'ai pas besoin je pourrais très bien avoir sur ma montre là aujourd'hui mes slides, le chrono, les questions qui arrivent du public, de voir les tweets, et tout ça très simplement sans que vous le remarquiez. Enfin, si, parce que je fais comme ça. Mais, forcément les glaces. Alors Google, on ne peut pas dire que ce soit d'étanche. Enfin, ils sont bons. Après, donc, quand ils sortent un produit aussi mauvais que la Google Glass, il faut se demander pourquoi. Je pense qu'il faut prendre le recul et pas se dire ouais, c'est de la merde. Il faut juste se dire ils ont lancé quelque chose aujourd'hui qui sera fabuleux dans 5 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester, c'est pour moi très très déceptif, mais la promesse derrière est fabuleuse. Là, j'ai mis cette photo-là parce qu'elle, c'est les nouvelles générations là qui sont plus jolies. Donc déjà, ça c'est plus sympa. On peut mettre une nana jolie qui ne devient pas moche à cause des Google Glass. Donc ça ne gâche rien. Et surtout, là, par exemple, sur l'écran en bas à droite, et ça c'est un point, et je vais en parler, je vais conclure là-dessus, donc je ne vais pas en parler tout de suite, mais c'est-à-dire que là, je rencontre quelqu'un et j'ai des informations sur lui. C'est-à-dire que j'ai un reminder, par exemple là, c'est Paul me doit 20 $. Je vais lui demander où est-ce qu'il a chopé son écharpe et ainsi de suite.
finalement, ça m'augmente. Quand je montrais pas Terminator, Robocop tout à l'heure, j'en parlais encore tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est que ces interfaces-là nous augmentent. Je vais y revenir. Alors ça, c'est génial. Encore une fois, je sais que c'est chiant, mais c'est le Roomie. Donc c'est Frog, je pense que c'est des Américains en fait qui font beaucoup de R&D. En fait, qu'on fait un système où en se disant, pour eux, c'est ça le responsive. Pour eux, le responsive design, c'est ça. Donc je vais essayer de parler par-dessus. Donc voilà, donc c'est Jared Fucklin, j'ai laissé pour avoir son nom et sa belle moustache. Donc là, il va parler en fait à son ordinateur et lui dire, voilà, allume la lumière. Et son ordinateur, ce qui est particulier, c'est que l'ordinateur sait où est Jared, sait ce qu'il pointe. Je vais vous expliquer après comment. Et donc il dit, éteins cette lumière, allume celle-là. Donc en fait, on est vraiment sur et là, le responsive, le vrai affichage digital où on est, c'est qu'il regarde un endroit de la pièce. Il ne va pas chercher à avoir un ordinateur sur lui, une tablette. Il va dire, affiche-moi le temps. Et il va afficher l'information là où regarde Jared. Et de la même façon, il va lui demander qu'est-ce que je peux commander comme bouffe en ligne ce soir. Voilà. Et il va regarder la table et l'information va s'afficher là où il regarde. Je vais couper la vidéo. Donc le principe, c'est que la pièce est truffée de Kinect. Et l'ordinateur analyse en temps réel les mouvements, donc à la fois des bras mais aussi des yeux, enfin de la face, de l'utilisateur. Et plutôt que de se dire, je vais forcer l'utilisateur à regarder cet écran, là j'en vois qui regardent leurs pieds, j'en vois qui regardent le plafond, et ainsi de suite. Vous pourriez très bien avoir la vidéo au plafond, j'exagère, mais c'est le principe, c'est de se dire, je vais avoir l'information là où je regarde. Donc là, je vais dans mon parcours utilisateur classique, et je ne vais pas chercher à regarder par-dessus l'épaule de quelqu'un, je vais l'avoir là où je veux. Et le Roomie, c'est ce concept-là. C'est de se dire, c'est du vrai responsive. Salut. Oui, ok. Et on va bientôt finir. Et donc le principe, ouais, c'est ça. C'est que l'information est là où on la veut. Alors qu'aujourd'hui, l'information est là où elle est. C'est la grosse différence. La fameuse moustache. Donc là, je vous parlais des immersive interfaces, rapidement. Quelqu'un reconnaît l'holodeck de Star Trek. Ah, ça a reconnu K2000, mais pas l'holodeck. Donc l'Oculus Rift, qui est un nouveau challenger dans les interfaces digitales, notamment grâce au rachat par Facebook. Donc il y a peu de rumeurs aujourd'hui sur ce qui va être l'utilisation finale, à part le gaming, qui est bien sûr évident. Il y a un petit jeune d'Epitech là, qui vous fait essayer Mario Kart en Oculus Rift. Si vous aimez vomir, vous pouvez y aller. Mais c'est très sympa. En fait, la V1 de l'Oculus Rift a un petit problème de synchro, donc le cerveau réagit assez mal. La V2 là, qui arrive là dupe complètement le cerveau et l'immersion est complète. Donc là, on peut s'imaginer plein d'utilisations et au lieu du gaming, on peut avoir l'utilisation, par exemple, qu'a fait Topshop sur la 5e avenue à New York, qui a fait participer à 5 nanas en vitrine, donc bien sûr pour attirer la foule, de participer à un défilé de mode comme s'ils étaient au premier rang. Donc les fameuses places, c'est même pas achetable, c'est Kate Moss qui est au premier rang. Et en fait, vous tournez la tête et vous avez Kate Moss à côté de vous. Et vous voyez passer les modèles au premier rang comme si vous y étiez, et c'est vous qui contrôlez, encore une fois, le point d'attention est là où je veux, pas là où il est, là où je veux. Et l'Oculus Rift permet ça. C'est une OP très intelligente et qui rentre dans la visite virtuelle, mais utilisée sur la mode, sur le défilé de mode. Donc on est vraiment sur l'immersif. Et si on va aller plus loin que l'Oculus Rift, il y a des gens, le SMI, qui ont sorti la 6D. Alors, on en a oublié quelques-unes avant. Il y a la 3D puis la 6D. Et en fait, c'est assez marrant. Donc le mec a bien sûr l'air d'un porc épic avarié, mais la promesse est assez canon, c'est qu'en fait, il rajoute du eye tracking avec l'immersion. C'est-à-dire que l'ordinateur sait où je regarde à l'intérieur du monde virtuel. Donc ça veut dire que je peux sélectionner une colonne de l'environnement et la détruire, l'augmenter, la sélectionner. Juste parce que je le
je suis dans un espace virtuel, je regarde quelque part et je sélectionne cette... donc en termes d'interface, ça reprend un système de souris, clic et ainsi de suite. Donc là, ça va assez loin et encore une fois, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, ça existe. Le mot de la fin, comme c'est écrit. Pour moi, en fait, on parle beaucoup de « ouais, c'est super, on dirait Minority Report ». Minority Report, en fait, c'est has-been. C'est ringard, c'est tout ce qu'il ne faut pas. Parce qu'en gros, c'est juste une paraphrase du clavier et de la souris. C'est rien d'autre. C'est-à-dire que le gars utilise une interface déjà qui est imbitable. Enfin, je ne sais pas comment il fait. C'est comme dans les The Ender Strategy. Là, il balance des vaisseaux, on ne sait pas où et comment. Et en fait, pour moi, c'est vraiment... au début, c'était du fantasme. Donc c'est quand même sorti pour rendre... c'est sorti il y a 7 ans, mais c'était vraiment... c'est une paraphrase de ce qui existe. Ça n'a rien de plus qu'un clavier et une souris. Et surtout, en fait, c'est que ça localise l'interface à un endroit précis. Et donc ça peut au mieux m'apprendre à mieux savoir des choses, mais par contre ça ne me fait pas évoluer sur ces choses en question. Pour moi, l'image est un peu pourrie, mais le film, donc là je l'ai piraté, je peux aller en prison pour ça, je vous rappelle. Un peu de compassion. Mais en gros c'est Robocop, le dernier Robocop que je vous recommande de regarder. Parce qu'en termes d'interface digitale, ils sont très 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 concrets. C'est du très concret avec, finalement, le Robocop a des Google Glass, à des glaces qui lui permettent de mieux comprendre la situation. Donc lui, c'est un être humain, bon, avec un petit peu de robotique, mais c'est un être humain qui va regarder quelque chose et la data va augmenter son savoir en temps réel. Et pour moi, c'est ça le futur et l'intérêt des interfaces embarquées, c'est qu'en temps réel, l'humain va être boosté par les interfaces qu'il possède, et notamment les glaces. Pour moi, c'est un facteur important. Donc là, j'ai mis data, plus les interfaces plus live, ça fait l'humain augmenté. Et là, et donc en fait, si on remplace les interfaces qui sont finalement un interface n'a d'intérêt que d'être utilisé par un humain, si on met plutôt des processeurs qui sont finalement la captation par un robot, on entre en fait sur une nouvelle ère qui, pour moi, en fait, est ma conviction, comme beaucoup partagent, est le dessein ultime de Google, qui est finalement, grâce à toutes ces interfaces embarquées, compréhension des choses, voitures autopilotées, et Boston Dynamics qui a été racheté l'année dernière, qui font des robots qui sont capables de marcher, et ainsi de suite, créer finalement les Blade Runner de demain. C'est-à-dire les androïdes, et le mot pour moi de l'OS n'a pas été choisi pour rien, c'est que ça va être c'est ce qui sera à terme produit par Google, c'est-à-dire des robots intelligents, vivants. Merci beaucoup. Tu veux prendre des questions? Il y a du temps, ouais. Une ou deux. Ouais, mais je sais pas s'il y a beaucoup de questions comme celle-là. En général, non. Ouais. Ils veulent pas. Quelqu'un a une question? Oh, une question. Il me fait mentir. Est-ce que... Oui, et le micro arrive sur ta droite. Donc on prendra une deuxième question ensuite et c'est tout au niveau du timing. Oui. C'est formidable tout ce que vous nous présentez, mais il y a l'aspect technique qui est présenté. Mais l'aspect éthique, parce que je réfléchissais juste à la dernier aspect. Là, moi, je viens de chausser mes lunettes et je viens de découvrir votre casier judiciaire. Je trouve qu'il n'est pas fameux. Hein. Donc, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit problème derrière. Je trouve qu'on devrait avoir la responsabilité, les uns et les autres, quand on pose ce genre d'enjeux, de débats, de propositions, d'avoir toujours à l'esprit et voir dans la bouche quelques mots sur les dimensions éthiques que ça recoupe. Je suis complètement d'accord. J'ai bien pris le soin de préciser que je ne jugeais pas l'intérêt final des innovations, mais finalement, celui qui a créé le bateau, on aurait pu lui dire, crée pas le bateau, est-ce que tu vas permettre des guerres? Donc l'intérêt éthique du bateau, finalement, peut être remis en question par le fait que des troupes peuvent bouger d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, grâce à des bateaux. Donc finalement, la responsabilité, elle est effectivement là, mais l'innovation doit agir, doit être là, on doit courir avec l'innovation.
Après, les hommes, bien sûr, doivent avoir un regard éthique là-dessus. Mais c'est pas parce que, encore une fois, cet exemple du bateau qui est un peu conne, qui est mauvais. Avec le micro, s'il vous plaît. Avec le micro, histoire que tout le monde entende. Ouais, l'exemple, enfin, c'est vraiment, elle est très mauvaise cette comparaison parce que le bateau ne viole absolument pas la vie privée potentiellement. C'est-à-dire que le fait que l'on puisse faire quelque chose d'un objet, je suis d'accord. On peut tuer quelqu'un avec un couteau de cuisine, on peut faire absolument tout avec n'importe quoi. Non, là le problème, c'est d'avoir, ça change fondamentalement la relation sociale que l'on peut avoir, les interactions sociales. C'est-à-dire qu'on est dans une situation d'inégalité entre celui qui serait en mesure de savoir quelque chose, alors même que nous-mêmes, on n'est pas au courant qu'il le sait. Enfin, bon, bref, ça détruit tout le lien social potentiellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir à l'esprit... En 10 secondes. D'ailleurs, la CNIL elle-même a dit qu'elle commençait à avoir des problèmes avec Google Glass, etc. Mais la CNIL n'est pas un vecteur d'innovation. Ça, je ne dis pas le contraire, mais François, elle peut être un vecteur de protection de notre vie privée. Sinon, si on part sur ce débat-là, on en parle après si vous voulez. Parlez-en, c'est fait pour. Et donc tu proposes d'en parler après. Ce que je veux dire encore une fois, c'est que l'innovation forcément se fait souvent aux dépens d'autres choses. Et à nous de regarder, mais encore une fois, si on se bloque sur tout ça, malheureusement on n'innove plus. Mais je partage. Est-ce qu'il y a une question? Sympa cette fois. Je plaisante. Non, c'est bon? Oui, là-bas. Juste là-bas. Allez. Derrière la caméra. Merci. Bonjour. Je suis assez fan de science-fiction. C'est aussi ce qui m'a amené à travailler dans le web. Notamment, aujourd'hui, j'adore des films tels que Iron Man ou autres par rapport à ce qu'ils nous apportent technologiquement en termes d'idées. Vous, là-dessus, donc on a vu Robocop, on en a vu certains autres. Quels sont ces films un peu précurseurs? Ouf, il y en a plein. Bon, c'est sympa comme question. Non, c'est plutôt sympa. Bon. C'est plutôt sympa. Non, mais il y a plein de films. Pour moi, je resterai sur... on vient parler d'Iron Man et Robocop. Finalement, moi, ce qui fait la magie, si on peut dire, de ces films, même si sur Robocop, il y a un énorme point éthique, bien sûr, dans ce film, d'où l'intérêt de le regarder, c'est justement ces interfaces embarquées. C'est tout ce qui va être, c'est pas le canon laser, bon, ça, c'est pas, en société, le lien social du canon laser est assez limité. Mais par contre, ça va être tout ce qui va être amplification de notre quotidien grâce à une interface augmentée, type Robocop ou Iron Man, pour moi, sont des bons exemples. Après, il y a des choses, il y a une série justement sur l'éthique, tout ça, qui s'appelle True Humans, sur les robots. Ils en sont à la 2e ou 3e saison, qui est assez intéressante. Justement, c'est comment, une fois que les robots sont là, comment on vit avec, et iRobots, et ainsi de suite. Enfin, pour moi, c'est des sujets intéressants, les plus concrets étant effectivement des Iron Man, des Robocop. Par rapport à ça. Tu as eu, je pense, 2 des questions les plus improbables jusqu'à présent. Merci d'y avoir répondu. Merci François. Beaucoup. Merci à vous. Merci.